Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre pour une 48e mondoscopie. Nous sommes le 4 décembre 2024. Je vous dis toujours la même chose, abonnez-vous à la chaîne. Et puis une fois que vous êtes abonné, vous appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, pour savoir ce qui sort. Likez, partagez, soutenez-nous via Tipeee s'il vous plaît. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à rejoindre aussi le cercle Paix et Guerre pour avoir d'autres contenus exclusifs, en fait, réservés aux membres. Ce soir, je consacre notre mondoscopie à la situation au Moyen-Orient et surtout, à vrai dire, avec un focus sur la Syrie, avec la tentative de déstabilisation du pouvoir syrien, des autorités syriennes en cours. Je vous parlerai aussi brièvement de la situation en Géorgie et en troisième point, je vous parlerai aussi de la tentative avortée de coup d'État en Corée du Sud, peut-être fausse tentative de coup, faux coup, enfin bon bref. Voilà, en tout cas il s'est passé quelque chose d'assez étonnant en Corée du Sud et je vais vous en parler. J'aurais voulu aussi vous parler du Sénégal, du Tchad, mais je pense qu'il va falloir que je fasse une émission consacrée uniquement à ce qui se passe par rapport aux anciens points d'appui de la France en Afrique. Et puis, enfin c'est clair que là c'est la fin, c'est la queue de comète de notre déclin diplomatique global, malheureusement, même s'il y a quelques petites lueurs d'espoir quand on entend la déclaration du président de la République qui annonce une conférence internationale coprésidée avec l'Arabie Saoudite en juin prochain pour parler de la création d'un État palestinien. Bon, donc je commence tout de suite par la Syrie, sans transition, difficile de prédire ce qui va advenir, pourquoi cette offensive subitement. C'est un nouveau coup porté à cette malheureuse Syrie qui, certes, n'était pas sortie totalement d'affaire, puisqu'elle subit encore non seulement des attaques économiques et des sanctions dans tous les sens de la part des États-Unis, notamment, mais des attaques très concrètes, des frappes et des bombardements de la part d'Israël, au prétexte de taper le Hezbollah, au prétexte ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas, elle est frappée. Donc elle est toujours, elle subit toujours des pressions dans tous les sens. Et la vie n'est pas facile pour la population syrienne qui malgré tout a échappé au pire, puisque après les tentatives multiples, presque abouties, de l'Ouest, via justement le soutien apporté à des groupes djihadistes, islamistes, radicaux en Syrie autour d'Al-Qaïda et de tous ces surgeons, de tous ces succès d'années, tentative de renverser Bachar el-Assad et de donner la Syrie en fait à tous ces gens, eh bien, grâce au soutien iranien puis russe surtout à partir de 2015, les autorités syriennes avaient réussi à récupérer la souveraineté sur à peu près 80% de leur territoire, ce qui certes n'est pas 100%, mais enfin, il y avait une relative stabilisation, reprise de contrôle. Bon. Mais il restait, c'est pas comme le petit village gaulois qui résiste à l'Empire romain, mais il restait une poche où on a joyeusement, intelligemment mis une bonne quinzaine de milliers de djihadistes, même un peu plus, à Idlib, pour, donc à la fin, si vous voulez, au moment du reflux au moment où en fait l'Occident a considéré qu'il n'était pas arrivé à faire son coup en Syrie et qu'il fallait garder tout ça au chaud pour plus tard, une sorte d'abcès purulent, toujours très chaud, à Idlib. Et donc tous ces gens-là ont été réactivés et sont partis à l'assaut d'Alep, de ses environs d'abord, puis d'une grande partie d'Alep, puis de Hama, puis voilà, sont descendus vers le sud. Donc on est face à ça.
On est face à ça. Alors, évidemment, tout ça, c'est dans le contexte du cessez-le-feu entre le Liban et Israël, entre le Hezbollah et Israël, sachant que donc, Israël est à la peine au Liban face au Hezbollah, quoi qu'il en dise, et que son souci, c'est surtout d'éviter, bon, il y a une bonne centaine au minimum, et aujourd'hui sans doute beaucoup plus encore, de violations de ce cessez-le-feu à l'initiative par Israël. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ce qui est certain, c'est qu'évidemment, pour Israël, il est important d'empêcher d'éventuels renforts venus de Syrie en appui du Hamas ou du Hezbollah, donc de faire en sorte que la Syrie ait suffisamment à faire et qu'elle ne puisse pas venir gêner ses plans en fait, au Liban ou à Gaza. Donc, il y a une volonté de la faire souffrir, très clairement, pour gêner l'Iran, et bien sûr, en arrière de tout cela, pour gêner aussi la Russie, et même l'image de la Russie, la position de la Russie en tant qu'allié fort de la Syrie, qui est venue à son secours, qui a empêché son démembrement, son démantèlement, parce que c'était quand même le plan. Hein. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec la démocratie, là encore, puisque la Syrie était quand même un État multiconfessionnel et laïque, qu'on a cherché à faire éclater et à remettre finalement à Al-Qaïda, hein, sous toutes ses espèces, sous toutes ses formes. Donc voilà, là aussi, il y a un immense mensonge abondamment relayé par les médias occidentaux dans les années 2010. Il y a des très bons livres qui ont été écrits là-dessus. Je pense à celui de Michel Rimbaud, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, que je vous invite à lire. Voilà, donc Israël a un intérêt évident, les États-Unis ont un intérêt évident pour gêner la Russie. Alors, en fait, c'est typiquement une offensive par proxy. Donc le proxy direct, là, c'est les djihadistes. Le proxy derrière, c'est en fait la Turquie, même si on va revenir sur son attitude, ses motivations propres, etc. Mais c'est quand même la Turquie qui protégeait et qui contrôlait ces djihadistes à Idlib. Et donc, c'est elle qui a libéré, et c'est elle qui a fait s'infiltrer, d'ailleurs, depuis des mois, des forces à l'intérieur, notamment d'Alep, où il y a encore, d'ailleurs, des chrétiens à Alep. Et donc, en fait, derrière tout ça, si vous voulez, il y a l'idée de pouvoir gêner Moscou. On croit encore pouvoir gêner Moscou en forçant la Russie à divertir ses forces, à devoir en mettre sur le front syrien, à ne plus pouvoir faire ce qu'elle fait en Ukraine. Bref, tout est voilà. Il manquait le front syrien, ben voilà, ça y est, maintenant on y est. Je pense que c'est une illusion. Comme d'habitude, ça fait partie encore de ces illusions dont se berce l'administration sortante américaine, dont se bercent les néocons qui n'arrivent pas à comprendre quelle est la puissance réelle aujourd'hui de l'armée russe et de la Russie en tant qu'État et de nation, et qui se disent qu'elle ne va pas pouvoir tenir le front ukrainien, se battre à course que pour sortir les troupes qu'on met face à elle sur son propre territoire, et venir au secours de son allié syrien, ce qui est quand même très important aussi. Non seulement pour l'avenir de la Syrie, pour la sécurité de la Syrie, mais pour l'image de la Russie au Moyen-Orient et pour son rôle diplomatique qui est éminent au Moyen-Orient. Donc c'est une manœuvre d'ampleur à laquelle s'est prêtée clairement la Turquie. Bon, avant de revenir à la Turquie, donc, on peut dire qu'il y a cette illusion sur la faiblesse russe. Et ce qui est assez dramatique, c'est que même après ce qui vient de se passer avec le lancement du missile Oreshnik sur l'Ukraine, un missile inarrêtable, missile qui n'a pas d'égal, missile que les Américains sont incapables de construire, eh bien, il se produit rien, si vous voulez. C'est-à-dire, il n'y a pas de... ça ne monte pas au cerveau. On ne comprend pas, en fait, qu'il faut arrêter les frais, quoi. Il faut juste arrêter l'escalade. Ce serait quand même le plus intelligent. Eh bien non, on ne comprend pas, on ne veut pas le croire, on ne fait même pas le lien
avec, en fait, à partir de 2018 et du retrait de Donald Trump du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, avec les efforts immédiats de la Russie qui s'est remise au travail pour créer des armes stratégiques intermédiaires, nucléaires ou pas. L'Oreshnik n'avait pas de charge nucléaire en l'espèce, mais peut en avoir une, naturellement. Et donc tout ça, si vous voulez, je ne sais même pas si on a donné les consignes aux services de renseignement occidentaux pour venir s'intéresser à ces recherches russes. Si vous voulez, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous sous-estimez, où vous méprisez profondément, où vous ne pouvez pas concevoir que votre adversaire ait des forces véritables, profondes, ait une détermination, et puisse éventuellement vous tenir la dragée haute, eh bien vous êtes fichu. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas dans la bonne direction, vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous ne réagissez pas comme il le faudrait, vous perdez le contact avec le concret d'une situation et d'un rapport de force. Et ça, c'est malheureusement un vrai et très très grave problème, bien sûr vis-à-vis de la Russie en Ukraine, mais sur bien d'autres fronts sur cette planète où l'Occident manifestement n'arrive pas à comprendre que c'est fini, il n'y a plus de suprématie, il n'y a plus de gap si grand, si vaste. Et certes, le budget militaire américain n'a rien à voir avec le budget russe militaire, mais en termes de qualité, en termes d'efficience, en termes de capacité aussi verticale à faire advenir, à pousser certains programmes, pas pour faire de l'argent et pour nourrir un complexe militaro-industriel, pour servir les intérêts de défense du pays directement. Tout ça, c'est des différences de nature, de structure, qui ne sont pas comprises et qui malheureusement font que l'on se trouve dans une situation de faiblesse sans équivoque, de mon point de vue, même si, évidemment, on ne veut pas le dire. Donc, on est très en retard, on ne comprend rien. Je ne vais pas vous faire un point sur l'Ukraine parce que je n'ai pas le temps et je vais vous parler de la Syrie aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on continue. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN vient de demander que l'on accélère l'invitation de l'Ukraine à rejoindre l'Alliance. L'intelligence, c'est vraiment ce qu'il faut faire en ce moment même. Le Wall Street Journal a fait un article en disant, écoutez, si on donne 126 ou 128 milliards 126 milliards d'aides militaires à l'Ukraine l'année prochaine, elle peut renverser la vapeur militaire sur le terrain. Voilà, face à la Russie. Donc on continue à justifier notre escalade, mais je me demande vraiment si c'est fait pour justifier l'escalade, tous ces arguments complètement, tous ces raisonnements complètement abscons, ou si on y croit. Et si on y croit, c'est encore pire, c'est encore plus grave. À la limite, le cynisme, ça peut non pas s'excuser, mais se comprendre, mais l'ignorance à ce niveau-là, le déni de réalité, moi, ça me laisse sans voix. Bon, donc, la Russie comme l'Iran, la Russie face à l'OTAN, l'Iran face à Israël, ont en fait créé par toute cette gamme de missiles hypersoniques avec des capacités étonnantes, de monter en gamme, ont créé une forme en fait de dissuasion non nucléaire. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir des frappes de portée stratégique, de portée extrêmement lourde et de portée stratégique d'ailleurs au sens concret du terme, de longue portée, sans avoir besoin de passer au nucléaire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le grand changement. Et c'est à ça qu'on devrait réfléchir, aux conséquences politiques de cela. Bon. Alors revenons à ce qui se passe en Syrie. Donc, je vous ai expliqué pourquoi on en est arrivé à cette offensive du 27 novembre. Donc 15 000 djihadistes, affiliés à des groupuscules tous issus d'Al-Qaïda et consorts, notamment Hayat Tahrir al-Sham, HTS,
pour les intimes, qui est l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Ex, jusqu'à quel point? Voilà. Donc, ils ont été réactivés et lancés dans une offensive éclair sur le nord-ouest syrien, sur une grande partie d'Alep et des environs qu'ils ont pris. Et ensuite, ils ont progressé vers le sud, vers Hama. Bon. Il faut savoir qu'Alep a été repris aux djihadistes, à ces mêmes gens en fait, en 2016, que ce ne sont pas des rebelles, hein, ça c'est gentil, hein, c'est comme quand Laurent Fabius expliquait qu'Al-Nosra, c'était aussi Al-Qaïda, faisait du bon boulot. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des djihadistes takfiris à la solde des ennemis de la Syrie. C'est-à-dire, c'est qui les ennemis de la Syrie? Toujours les mêmes. Les néocons américains, les Européens, les Israéliens, naturellement. D'ailleurs, si on a besoin d'une preuve, enfin, c'est même pas une preuve, c'est un raisonnement évident. Si ces fameux djihadistes étaient en fait des rebelles, eh ben, ils seraient pro-palestiniens. Donc ils viendraient au secours du Hamas et du Hezbollah et du peuple palestinien qui subit le pire à Gaza. Or, ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas leur job, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont entraînés, équipés, conseillés, nourris, blanchis, pour toute autre chose. Et donc, en fait, pour déstabiliser le pouvoir syrien, faire tomber la Syrie, ça recommence. Et évidemment, je ne pense pas que ça arrivera, parce que les Russes vont y mettre bon ordre. Damas est sous contrôle actuellement ferme du pouvoir syrien. Toute la Syrie centrale et du sud aussi. Il y a certes des menaces, notamment du côté des Kurdes, du petit bastion kurde qui est à l'est, lui, et qui est en fait dans la zone américaine. Puisque il y a encore des Américains en Syrie, de manière totalement illégale bien sûr, qui pompent le pétrole syrien, qui sont là et qui gardent un certain nombre de djihadistes aussi sous le coude, notamment à Al-Tanf. Donc on voit qu'il y a non seulement les takfiris, les djihadistes, ceux qui viennent d'Idlib, mais il y a aussi d'un autre côté les Américains qui seraient peut-être sur le point d'encourager leurs alliés kurdes qui étaient en train de s'entendre avec Damas, aux grandes dames d'Erdogan, du Turc, de lancer une offensive plus à l'aise vers Deir ez-Zor. Bon. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est le début d'une résurgence du conflit syrien. Les Russes ont envoyé des forces, surtout des forces affiliées à Wagner, mais qui sont supervisées notamment par le renseignement militaire russe. Ils appuient les forces aériennes syriennes eux-mêmes avec leur aviation. Ils ont envoyé aussi 10 000 drones, je crois. Et puis, il y a aussi les milices irakiennes, puisque l'Irak a tout de suite exprimé son soutien à Damas. Et donc, il y a, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est 15 ou 20 000 membres des missiles irakiennes, qui sont en train d'arriver en renfort, qui sont en route, si vous voulez, ça va prendre encore quelques jours. Mais qui vont aider à essayer de reprendre Alep, parce qu'il faut reprendre Alep, évidemment. En tout cas, la Syrie n'est pas sauvée, le peuple syrien continue à vivre un véritable martyre, ça fait quand même depuis 13 ans maintenant, quasiment. Alors, à qui profite le crime? Je l'ai dit, hein, ça sert les Américains, ça sert Israël, et ça sert Erdogan, qu'ils ont actionné, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à croire que c'est la Turquie toute seule qui a décidé toute seule de lancer cette offensive. Certains analystes le disent, moi ça me semble peu probable. Je pense que comme d'habitude, Erdogan a essayé de jouer de tous ses atouts, hein, et de jouer sur tous les tableaux. Et sans en parler à Poutine, qu'il a pourtant eu au téléphone il y a quelques jours, il ne l'a tenu au courant de rien, et donc il a lâché ses chiens, si j'ose dire.
Bon, c'est vrai qu'Erdogan voyait d'un très mauvais œil les pourparlers entre les Kurdes et Bachar el-Assad. C'est vrai qu'il comprend aussi que si jamais il y a un accord en Europe sur l'Ukraine entre Américains et Russes, sa capacité de nuisance, d'influence et de nuisance, donc, va en prendre un coup localement, parce qu'il y aura peut-être des contreparties, parce que le jeu va s'élargir à son détriment. Et donc, il a profité d'une fenêtre d'opportunité pour se remettre au milieu de tout ça et expliquer qu'il est un acteur avec lequel il faut compter. Voilà, ce qui est quand même son leitmotiv à lui. Mais c'est un jeu assez dangereux parce que les Russes sont assez mécontents. Voilà, ils sont assez mécontents de ce qu'a fait la Turquie, mais en même temps, d'abord, ils ont besoin de la Turquie par rapport à la mer Noire. Il ne faut jamais oublier que les Russes bloquent les Dardanelles, empêchent les navires occidentaux d'entrer en mer Noire. Pardon. Et que donc, voilà, ils appliquent la Convention de Montreux, si j'ose dire. Donc, ils sont très, très utiles à Moscou de ce point de vue-là. Mais en même temps, surtout, le point important à comprendre, c'est que les Iraniens, comme les Russes, sont convaincus qu'il va falloir à un moment donné que la Turquie ait son mot à dire, ou en tout cas participe au processus politique, et que l'on trouve une place à ces protégés politiques, et là je parle de ceux qui sont en train de faire le coup de feu, dans l'équilibre syrien. Voilà, l'équilibre institutionnel et politique syrien. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'Assad a beaucoup de mal à supporter, puisqu'il considère que la Turquie est un des pays qui a été le plus à la manœuvre pour sa déstabilisation au tournant de 2010, 2012 et compagnie, jusqu'en 2015 au moins, et même après, et même entré sur le territoire syrien à un moment donné, donc il voulait que toutes les forces turques partent pour de bon. Bref, ça va être très compliqué de faire avaler ça au président Assad, mais manifestement, les Russes et les Iraniens considèrent que c'est ce qu'il faut faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlent d'une possible stabilisation une fois que le contrôle territorial aura été repris. Stabilisation du jeu politique syrien et stabilisation de la situation de la Syrie en général. Et ça doit se faire, d'après eux, en réactivant ce qu'on appelle le format d'Astana. Le format d'Astana, c'est une plateforme de négociation pour l'avenir de la Syrie, dont les trois garants sont la Russie, la Turquie et l'Iran. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et c'est vers ça qu'on va s'acheminer très probablement. Voilà, à quel horizon, je n'en sais rien, parce que pour l'instant, on en est aux opérations militaires. Mais une fois qu'Alep sera repris, une fois que les Syriens auront reconnu sans doute quand même une grosse défaillance de leurs services de sécurité et de renseignement et militaires, puisque quand même, pour que ces djihadistes s'infiltrent depuis des mois dans Alep, c'est qu'on n'y a vu que du feu, manifestement. Et c'est comme ça que les Turcs ont pu lancer l'opération au nord-est. Donc, et les djihadistes sont quand même bien entraînés, bien équipés, donc ça va durer. Ça va durer. Alors, il y a une autre différence avec ce qui s'est passé au moment de la déstabilisation initiale en 2011-2012 de la Syrie. Eh bien, c'est que le monde arabe, cette fois-ci, est du côté syrien. Et tous les... que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Irak, tout le monde a assuré Assad de son soutien. N'oubliez pas qu'Assad est revenu, la Syrie est revenue dans la Ligue arabe. Et donc, il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que à l'époque de 2011-2012, quand on a lancé l'opération en Syrie, bien sûr, ça s'est fait avec de l'argent de tous ces pays et avec un soutien de tous ces pays contre la Syrie. Contre la Syrie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu des déclarations sans équivoque d'un certain nombre d'États arabes
Les Russes et les Chinois aussi, bien sûr, tout le monde a dit que la sécurité, la stabilité du pays était essentielle et qu'il fallait que Damas retrouve le contrôle de son territoire souverain. Donc l'offensive djihadiste n'est pas soutenue par les pays qui l'ont soutenue il y a 12 ans, si vous voulez. Bon. Mais il y a ce problème toujours de la Turquie. Et donc ce qui est très amusant, si j'ose dire, c'est qu'au moment du lancement de l'offensive, d'abord les Turcs ont dit non, nous n'y sommes pour rien, naturellement, ils n'y sont absolument pour rien. Les djihadistes sont sortis tout seuls, tout ça s'est fait tout seul comme d'habitude. Ils sont sortis tout armés du ciel. Vous savez, c'est comme l'État islamique, c'est comme le reste. D'un seul coup, ça apparaît comme ça, c'est la terreur. Bon. Mais il y a les bons et les méchants djihadistes, naturellement. Et Al-Qaïda, finalement, ils ont beau avoir fait le 11 septembre, finalement, on ne leur trouve que des vertus à ces gens en Syrie ou ailleurs, dans la zone. Donc, vous voyez toute la duplicité et tout le cynisme de cette affaire et de ce sujet syrien surtout, plus encore peut-être que la Libye. C'est vraiment... c'est assez écœurant. Donc, je reviens à mes Russes et à mes Iraniens qui... donc, les Turcs ont dit non, c'est pas nous. Et les Russes et les Iraniens ont fait semblant de les croire. C'est-à-dire, font tout pour ne pas incriminer Erdogan. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent l'associer justement à ce processus de résolution politique. Voilà, donc ça, il faut bien comprendre ça aussi, ce qui explique pas mal de déclarations des uns et des autres. Après, il est clair que Moscou veut qu'Assad reprenne langue avec Erdogan et qu'ils sont assez énervés qu'il ne le fasse pas, que les Iraniens, eux, caressent dans le sens du poil l'émir du Qatar en expliquant qu'il peut être un médiateur important dans le contexte de cette crise. Voilà, donc finalement, tous les pays importants de la zone, à part Israël bien sûr, essaient de mettre du liant et de faire en sorte que tout ça ne réexplose pas ainsi qu'on le souhaiterait peut-être de notre côté, du côté occidental. Donc, voilà ce que je voulais dire en gros. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on sorte en fait de ce mensonge colossal qui est de dire que l'Iran est une menace, est le sponsor principal du terrorisme dans toute la région. C'est faux. Même le département d'État le reconnaît. Même le ministère des Affaires étrangères israélien qui recense toutes les attaques contre Israël n'en recense qu'une centaine depuis 25 ans, versus 500 de la part d'autres groupuscules sunnites. Donc en fait, si vous voulez, l'Iran, ce qu'il faut bien comprendre en termes géopolitiques, c'est que le conflit entre l'Iran et Israël est un conflit qui est en fait un conflit entre des concurrents économiques, beaucoup plus que des ennemis militaires. Ce sont des concurrents pour le lien avec les États-Unis, en fait, bien sûr, et pour le développement d'une économie régionale. Et c'est tout le sujet des grandes manœuvres diplomatiques qui se font, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran aujourd'hui, et Israël qui essaie de se retrouver des alliés, mais il n'en a plus guère dans la région. Il n'en a plus guère dans la région, et ce n'est pas en semant la terreur au Liban ou en Syrie, et encore moins à Gaza, que ça va s'arranger. Donc là aussi, il va falloir revoir tout ça, reprendre, avoir d'autres principes, en fait, de coexistence à l'échelle régionale, pour espérer une stabilisation. Sinon, ce sera l'entretien permanent, bien sûr au détriment de tous les peuples, le peuple israélien, mais tous les autres aussi, le peuple syrien, le peuple libyen, tous, voilà, dont tout le monde se moque à vrai dire, puisque tout ça n'est qu'une question d'argent, de monnaie, d'énergie,
de tracés de pipeline. Je vous rappelle que voilà, la guerre en Syrie en 2011-2012 ne s'est pas faite parce qu'il y avait une répression féroce ou très dure des autorités syriennes contre des manifestants. Ça s'est fait parce que quelques années auparavant, Bachar el-Assad avait eu le malheur de ne pas se prononcer en faveur d'un tracé de pipeline permettant au Qatar, à l'Arabie saoudite, à la Jordanie et à la Turquie de se servir de la Syrie comme d'un hub, mais il avait favorisé un autre tracé qui, lui, passait par l'Iran, par l'Irak et par la Syrie pour rejoindre l'Europe. Voilà, tout ça, c'est quand même une affaire à la fin de pétrole, de gaz. Bon, donc, il faut voir comment tout ça va évoluer. Pour l'instant, comment aussi l'administration Trump va gérer cette affaire à partir de février prochain, de fin janvier prochain. Ce qui est vrai, c'est que l'administration Trump, elle cherche aussi à faire en sorte que les Iraniens ne puissent plus livrer leur pétrole à la Chine. Et les Russes se sont proposés comme intermédiaires pour prendre le pétrole iranien, puisque les deux pays sont sous sanctions de toute façon, donc sont en contravention de tout, n'est-ce pas, et pour le revendre à la Chine. Bon, mais évidemment en passant par la mer, puisqu'il n'y a pas encore de pipeline, même si le fameux grand pipeline, le grand projet qui s'appelle Power Siberia 2, continue son petit bonhomme de chemin, les négociations continuent entre Russes et Chinois et peut-être vont-ils finir par arriver à s'entendre. Donc, ça aussi, si vous voulez, c'est dans l'arrière-fond de ce qui va pouvoir se réfléchir et se comprendre, surtout à Washington, que va faire Donald Trump par rapport à la Syrie, que va-t-il chercher à faire? Est-ce qu'il va chercher à se servir de la Turquie contre la Russie et l'Iran pour faire échouer des négociations éventuellement dans le cadre d'Astana. Rien, voilà, le pire n'est jamais sûr, mais le meilleur non plus. J'en arrive à mon deuxième point, la Géorgie. Bon, bah là, on est clairement maintenant, de manière ouverte, dans une tentative de coup d'État et de renversement du gouvernement qui ne plaît juste pas à l'Ouest, n'est-ce pas, aux États-Unis, ni aux Européens. Je rappelle que c'est une espèce de Maïdan 2.0. J'espère que ça n'aura pas les mêmes résultats. Je rappelle que le Premier ministre en poste a gagné les élections législatives, qu'il a une politique plutôt favorable à une entente, à un dialogue avec la Russie, qu'il a dit qu'il ne fallait pas que la Géorgie se rapproche de l'Europe, du moins pas avant 2028, qu'il a donc mis en échec, en fait, le projet qui est toujours le même, c'est d'étendre l'OTAN et l'UE en premier rideau aux marges de la Russie. Donc là, il s'agit de la Géorgie. Salomé Jourabichvili, donc présidente géorgienne pour encore quelques jours, puisque le Premier ministre a annoncé des présidentielles pour le 14 décembre, a dit qu'elle n'avait pas du tout l'intention de démissionner, qu'elle était le seul gouvernement légitime du pays, voyons, qu'elle appelait même les écoliers, n'est-ce pas, à se joindre aux manifestants. Je ne sais pas si vous avez vu des images de ce qui se passe en ce moment à Tbilissi, mais enfin ça fait assez peur. C'est pas des manifestants là encore sortis d'un chapeau. Bon, ils sont armés, ils sont extrêmement violents vis-à-vis des forces de l'ordre, qui sont elles-mêmes extrêmement répressives. Donc bref, on est dans une tentative là aussi de faire basculer la Géorgie dans notre camp. Je rappelle aussi une interview de Salomé Jourabichvili à TV5 Monde au printemps dernier, où elle a carrément expliqué que de toute façon, elle était une présidente essentiellement symbolique et représentative, que le rôle de la Géorgie, dès qu'il y avait des autorités géorgiennes nouvelles, il s'agissait essentiellement de se présenter, n'est-ce pas, sous le meilleur jour,
à Bruxelles et à l'OTAN et aux États-Unis, que le rôle de la Géorgie, toujours dans ce langage tellement fleuri, orwellien, c'était d'offrir la stabilisation du Caucase, n'est-ce pas, aux États-Unis et à l'OTAN, ce qui est quand même un comble, parce qu'en fait c'est la déstabilisation qu'on propose, c'est pas la stabilisation, donc là aussi c'est juste l'inverse, mais bon. En fait, derrière tout ça, quand même, l'idée, c'était d'empêcher la Russie de contrôler la mer Noire, tout simplement. Voilà. Donc, ça a le mérite au moins d'être clair. Et voilà où nous en sommes. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas si ces élections vont finalement se tenir ou être repoussées. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Troisième point, la Corée. Donc, il y a eu une espèce de déclenchement par le président sud-coréen, Corée du Sud, hein, bien sûr, d'une espèce alors au prétexte, enfin, il a déclaré la loi martiale, mais entre hier et aujourd'hui, donc quelques heures. Et en fait, c'est assez étonnant ce qui s'est produit parce que finalement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les États-Unis et pour leur pivot, si vous voulez, vers l'Asie. Il faut savoir que ce président actuel, donc Yoon Suk-yeol, est sur une ligne très, très belliciste vis-à-vis de son voisin du Nord et bien sûr des alliés de son voisin du Nord, c'est-à-dire en l'espèce la Russie. Il envisage d'armer l'Ukraine contre la Russie, bon, sur pression américaine, mais enfin quand même il le dit. Il a poursuivi les plans américains, enfin il a acquiescé pour créer une espèce d'alliance trilatérale entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Bon, et donc évidemment, s'il était remplacé par l'opposition, après des élections anticipées, qui pourraient changer de politique étrangère, ça pourrait compliquer la position des États-Unis, si vous voulez, en Corée du Sud et en Asie tout court. Donc on se demande qui est vraiment derrière sa décision. Est-ce que c'est, on dit que c'est son ministre de la Défense qui l'a poussé à décréter la loi martiale. Enfin, est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui ont cherché à le renforcer pour éviter qu'il n'y ait un changement de pied politique en Corée du Sud et éventuellement une politique plus conciliatrice vis-à-vis du Nord. Bon, c'est quand même la première fois qu'il y avait la loi martiale depuis 1980. Le président donc a dit qu'en fait l'opposition était sur le point de le renverser, qu'il y avait une tentative de coup d'État contre lui et que donc et que ce coup d'État naturellement était lié à la Corée du Nord et donc derrière on peut même imaginer la main russe naturellement. Peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que c'est le cas, je n'en sais rien. Donc ils ont déjà essayé de le destituer à plusieurs reprises, hein, l'opposition. Voilà, bon, bref, donc il a déclaré la loi martiale, déclaré qu'il y avait un complot, mais est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui l'ont poussé à faire ça? Si vous voulez, où est le complot? Est-ce que le complot, ce n'est pas celui des États-Unis et du pouvoir en place pour se réaffirmer et continuer sur une ligne très dure vis-à-vis du Nord et voilà. Ou bien est-ce que c'est un véritable complot de l'opposition auquel il aurait réagi? Donc c'est toute la question. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme extrêmement corrompu, comme toute sa famille, je crois, que sa carrière politique est quand même assez mal partie pour l'instant. Il est accusé de trahison, il y en a certains qui veulent le traduire en justice. Ça va être difficile pour lui de se maintenir au pouvoir. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça montre aux États-Unis, à moins qu'il n'ait été derrière cette manœuvre, hein, mais ça montre sinon que les alliés, même les plus sûrs en apparence, ne sont pas les plus sûrs et peuvent faire des choses totalement inattendues et pas forcément très contrôlables. Deuxièmement,
Pour la réputation de la Corée du Sud, bah, c'est pas terrible. C'est quand même un pays qui a une image de pays de petite puissance économique, malgré tout, d'attrait culturel, avec un fort tourisme, tout ça. Là, maintenant, si vous pensez que vous pouvez aller investir en Corée du Sud, mais qu'il peut y avoir un coup d'État, la loi martiale, ça ne fait pas très envie, sans parler de la corruption politique, bien sûr. Le ministre de la Défense, donc, qui lui aussi est une personnalité très corrompue, est manifestement pour quelque chose dans ce qui s'est produit. Donc, on dit que c'est lui qui a proposé ça, mais peut-être qu'il est aussi lié soit aux États-Unis, soit à d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que tous ces gens-là ont en fait des préoccupations de maintien au pouvoir qui n'ont pas grand-chose à voir avec les prétentions démocratiques, de développement de leur pays, etc. En fait, c'est une ligne, la Corée du Sud a une ligne extrêmement conservatrice, extrêmement dure vis-à-vis de son voisin du Nord, qui d'ailleurs ne s'y trompe plus, explique qu'il n'est plus question d'aucune réunification, qu'il n'y a plus de pourparlers possible. Et finalement, du point de vue américain, c'est pas forcément une bonne chose, parce que plus les Coréens du Sud ont une politique, font des déclarations, si vous voulez, belliqueuses vis-à-vis du Nord, plus le Nord en tire les conséquences. Donc, multiplie ses essais, il est quand même têtu, Kim Jong-un. Donc, multiplie ses essais balistiques, aide la Russie, beaucoup en matériel, beaucoup plus qu'en hommes, contrairement à ce qu'on raconte, en tout cas pour l'instant. Et donc, c'est l'effet inverse. C'est l'effet inverse. Pour la Corée du Sud, c'est plutôt dangereux. Elle se met dans une situation d'hostilité, d'être là aussi un pays du front, si j'ose dire, de plus en plus. Et pour les États-Unis, bah, ça complique inutilement, à mon avis, leur affaire, parce que je sais bien qu'il y a toujours cette prétention à pouvoir mener des guerres sur plusieurs fronts, à pouvoir tout faire, à être l'unique superpuissance capable de tout et de maintenir son hégémonie sur l'ensemble de la planète, mais c'est faux. Donc il y a une réalité militaire, il y a une réalité industrielle, il y a une réalité même technologique qui fait que la multiplication des fronts de déstabilisation à laquelle se prête l'administration américaine actuelle est plutôt dangereuse, en fait, pour les États-Unis, pour leur image évidemment, mais même pour leur sécurité. Donc voilà, moi encore une fois, je pense qu'il serait temps de considérer les rapports internationaux d'une manière un peu plus intelligente et de chercher à ne pas sans arrêt réveiller l'hostilité et finalement la consolidation des convergences de tous nos adversaires ou concurrents, parce que c'est à ça que ça aboutit. Finalement, si vous regardez le Sud collectif aujourd'hui, c'est quand même autre chose que ce que c'était il y a 10 ans. Donc tout ça est un vaste échec. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, suivez-nous, likez, venez nous rejoindre au sein du Cercle Paix et Guerre, où il y a donc d'autres émissions, Les Clés du Monde, Le Grand Direct, et j'en ferai de plus en plus dès que ce sera possible. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine.